All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Todd Papy. Est-ce qu'il prévoit de remettre les noms des joueurs au-dessus de leur tête comme dans Star Marine? Ils ont désactivé ça dans l'univers persistant à cause des planètes en fait. Dans Star Marine, le nom affiché au-dessus du joueur se base sur l'axe Z de la carte. Sauf que quand l'environnement du jeu devient une planète, l'axe Z correspond plus toujours au sol. Ils vont devoir corriger ça et aussi voir comment ils pourront faire pour qu'on puisse distinguer les ennemis des alliés et pas distinguer trop facilement les joueurs des PNJ. Deuxième question, toujours pour lui, est-ce qu'on pourra régler les paramètres d'affichage du Mobiglass, comme le contraste et la luminosité? Ils ont plein d'idées à l'étude sur ce sujet, mais il n'a pas parlé de solutions pour permettre aux joueurs de régler certains paramètres. Troisième question pour Kirk Tom, est-ce qu'il y a une date pour le système de modularité du Caterpillar? Évidemment non, et c'est pas une priorité. Par contre, ils réfléchissent à plein de modules possibles, comme une infirmerie, un quartier de vie, une soute à torpille, et peut-être même un module pour pouvoir créer des équipements à la surface des planètes. Quatrième question pour Rob Reiniger, est-ce qu'on pourra sortir de son siège pendant les sauts quantiques? Bien sûr, mais il sait pas du tout quand ça sera possible. Cinquième question pour Elwyn Bachelor qui s'est fait un cosplay placard de Palpatine pour ne pas être déconcentré par ce qui se passait à côté de lui. Beaucoup de modèles de vaisseaux paraissent sales, donc est-ce qu'on pourra les nettoyer? Oui, ça sera possible et ça sera nécessaire puisque cette saleté apparaîtra progressivement avec le temps. Ça leur permet d'appliquer un peu plus de variété aux textures des vaisseaux. En revanche, n'espérez pas avoir une version parfaitement propre de certains vaisseaux comme le Caterpillar ou le Reclaimer. Le lore post de mardi était la retranscription d'une émission de radio où l'intervenant nous expliquait l'échec du gouvernement de l'UE à résoudre le scandale de la station Chimera. Cette station a été mise en orbite de Ozo 2 avec un contingent de l'armée à bord pour empêcher les humains d'interagir avec la forme de vie intelligente qui se développe sur la planète. Pendant des années, des rumeurs circulaient comme quoi le personnel de la station était corrompu et laissait des contrebandiers descendre sur la planète contre des pots de vin. Le Sénat a fini par ouvrir une enquête et il s'est avéré que depuis longtemps, l'armée se servait de la station Chimera comme débarras pour ses éléments les plus mauvais qui ont vite compris comment arrondir leur fin de mois. Le gouvernement a fait faire le ménage, ils ont instauré une surveillance par des civils sous contrat et le nombre de vaisseaux pirates descendant sur Ozo 2 a chuté. Mais depuis que l'amiral Bishop a repoussé les Vandals sur Vega 2, l'armée a complètement revu ses priorités et la corruption recommence de plus belle. Ce qui veut dire qu'en jeu, les systèmes avec de la vie extraterrestre intelligente seront bien surveillés, mais comme les développeurs ne vont pas les créer pour rien, on pourra quand même y accéder pour certaines raisons qui trouveront leur origine dans le lore du jeu. Jeudi, l'émission a commencé par une courte présentation des derniers progrès de Squadron 42. Ils ont travaillé sur le recul des armes à feu pour les nombreuses futures séquences en FPS du jeu. Ils ont commencé avec le P8 de Bering qui servira de référence pour toutes les autres à venir. Leur système permet à l'arme d'avoir un recul prédéfini qui est accentué ou réduit en fonction du personnage, de sa position, de son état, de ses stats, etc. L'équipe en charge de l'intelligence artificielle des pilotes travaille sur la fluidité des atterrissages et des décollages sur le pont de l'Idris, et ils ont amélioré la priorisation des cibles des PNJ lors des phases de combat en fonction du niveau de menace de l'adversaire et de la personnalité des PNJ. Plus généralement, ils ont amélioré toutes les phases de combat spatial en se basant sur les retours de l'équipe de test. Sur le système Odin, ils ont travaillé sur son identité visuelle en se servant de la technologie de nuages volumétriques développée pour le champ d'astéroïdes qui sert de ruine à la première planète du système. En modifiant certains paramètres comme la densité, la couleur, le style de simulation du nuage, ils peuvent créer différents environnements plus ou moins oppressants ou reposants, servir la narration et mettre le joueur dans un certain état d'esprit. L'équipe en charge des assets continue de créer des ordinateurs, des écrans et des machines pour les bases pirates dans les environnements au sol. Ils multiplient virtuellement ce nombre d'assets en créant des variantes plus ou moins endommagées de ces installations, ce qui accentue l'aspect laissé à l'abandon de ces environnements. Ils sont aussi en train de créer le début d'une décharge et on a pu voir quelques images d'autres environnements qui ressemblent à des bunkers. Ils nous ont montré à nouveau l'état interne des vaisseaux capitaux en détresse. Ce qu'on aurait vu il y a quelques mois correspondait à l'état d'un vaisseau capital craché à la surface d'une planète, tandis que ce qu'on voit ici correspondrait plutôt à l'état d'un vaisseau en perdition dans l'espace. Ils ont continué de travailler sur le Margal avec notamment ses quartiers de sécurité qui rappellent un peu ceux de l'Idris. L'équipe en charge des animations travaille sur celle des PNJ durant les phases de combat en FPS. Là où des soldats entraînés seront plus confiants, méthodiques, déterminés, utiliseront mieux leur environnement et changeront notamment leur arme d'épaule si besoin, des adversaires moins expérimentés se comporteront beaucoup moins comme des soldats et ça se remarquera tout de suite. Enfin, les artistes en charge des personnages ont créé une veste supplémentaire pour le personnage joué par John Rhys Davies pour accentuer sa personnalité de vétéran. L'émission nous a ensuite montré quelques images du Aegis Eclipse, un bombardier furtif dont le design est inspiré évidemment du bombardier B2 de l'US Air Force. L'arrière du vaisseau est aussi similaire au sabre Raven avec deux trous dans les ailes.
Le cockpit est également ressemblant à celui du sabre Raven et vous donnera la sensation d'être extrêmement à l'étroit à l'intérieur. Le rôle de ce vaisseau peut être déterminé rien qu'en voyant son armement, un couple de canons balistiques de taille 2 et 3 torpilles qui peuvent aller jusqu'à la taille 9. Son rôle principal sera de mener des attaques en un passage sur des vaisseaux capitaux en lâchant tout le contenu de la soute à torpille avant de partir recharger. Pour ça, il pourra profiter de sa rapidité, sa furtivité, mais nécessitera quand même une escorte car il n'aura pas la moindre chance de survie s'il est intercepté par des chasseurs. Ce vaisseau aura 3 silhouettes différentes selon sa situation. Dans l'espace, ses ailes seront dépliées, dans l'atmosphère, des ailerons supplémentaires seront déployés pour assurer un meilleur aérodynamisme, et pour l'atterrissage, les ailes se replieront. Ça sera d'ailleurs nécessaire pour atterrir au sein d'un Idris. Pour finir, c'est un vaisseau qui leur pose quelques problèmes à cause de son système de lance-torpille. Sur d'autres vaisseaux, il y a un lance-torpille par torpille, mais ici, il y aura un lance-torpille unique avec un bras mécanique permettant de sélectionner la torpille demandée, donc ça leur demande un petit peu plus de travail. Ensuite, l'émission nous a présenté un peu plus le fonctionnement des mécaniques de scan qui seront utilisées sur les vaisseaux et sur les astéroïdes. Pour l'instant, nos vaisseaux disposent d'un scan passif automatique mais plutôt limité en portée, c'est-à-dire notre radar. Le système de scan permettra quant à lui d'avoir un système de détection à la portée plus grande mais qui nécessitera une action manuelle. Ce scan consistera à envoyer une onde à courte distance à 360 degrés ou à plus longue distance mais sur un cône bien plus réduit. Le scan d'un vaisseau rapportera plusieurs informations au fur et à mesure que vous le répéterez en étant de plus en plus près et de plus en plus précis. L'identité de son propriétaire, de son équipage, les factions de chacun, son état, ses composants, sa cargaison et d'autres informations qu'ils rajouteront petit à petit. Ces scans successifs vous apporteront des informations pour vous aider à décider s'il faut fuir, attaquer, si la cargaison en vaut la chandelle, si la faction de l'équipage ne risque pas de mener des représailles trop violentes, etc. Effectuer un scan sera une action dangereuse puisque vous émettrez énormément d'ondes électromagnétiques et infrarouges, ce qui vous rendra facilement repérable. Vous pourrez diminuer la puissance allouée aux boucliers, aux armes, aux moteurs pour limiter le risque d'être repéré, mais ça vous fera courir le risque de ne pas être prêt pour le combat si l'ennemi était plus près que prévu. Effectuer trop de scans pourra donc vous faire repérer, mais en effectuer trop peu pourra vous laisser dans l'ignorance de ce que vous traquez et dans le doute d'avoir été repéré ou non. Ça donnera des situations de cache-cache avec des joueurs dans le rôle de prédateur et de proie, mais qui ne sauront pas vraiment s'ils sont en train d'être le chasseur ou le chassé, et qui ne sauront pas vraiment comment la situation évoluera s'ils tentent d'envoyer d'autres scans. Kirktom suggère de son côté que trop de scans sur un vaisseau pourraient être détectés par son ordinateur de bord, qui pourrait explicitement prévenir son équipage, ce qui le mettrait en état d'alerte. Sur les astéroïdes, faire des scans successifs ne sera pas nécessaire pour récupérer des informations plus détaillées, ça sera nécessaire pour avoir la position exacte de l'astéroïde jusqu'à pouvoir le voir visuellement. À ce moment-là, il suffira de passer sur l'interface de minage et de garder le curseur sur l'astéroïde pour voir ce qu'il contient si jamais il contient des ressources, car certains astéroïdes seront sans intérêt pour nous faire chercher. Enfin, toutes les données récoltées via les scans pourront être compilées dans un manifeste et c'est ce fichier qu'on pourra donner, échanger, vendre, partager, etc. Ça sera certainement plus pour des épaves ou des astéroïdes que pour des vaisseaux en mouvement, mais c'est un premier pas vers le gameplay de vendeur d'informations. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Mark Abent et Kirktom pour continuer de nous parler de ce sujet. Comme vous avez pu le voir, la visualisation des résultats d'un scan produit ce genre de tâche à la délimitation assez floue sur votre HUD. C'est en fait une zone en 3 dimensions, et si elle est indiquée comme étant grande, c'est qu'elle contient peut-être plusieurs sujets détectables. Si vous scannez cette zone en étant plus précis, vous découvrirez peut-être plusieurs astéroïdes, plusieurs vaisseaux, ou encore plus d'autres zones plus petites à rescanner. On a vu que les scans pourront être envoyés sur des angles plus ou moins larges. Kirktom ne se souvient pas des mesures exactes, mais il y aura 7 angles de scan différents, plus la possibilité d'en envoyer un à courte portée sur 360 degrés. Quand il s'agira d'envoyer un scan sur un angle, la plupart des vaisseaux ne pourront l'envoyer que devant eux, donc il faudra le tourner vers la direction désirée. Mais on pourra plus tard avoir des scanners fixés en gimbal, et certains vaisseaux spécialisés comme le Terrapin ou le Constellation Aquila pourront effectuer des scans sans avoir à être orientés. Est-ce que les scanners auront des classes ou des grades? Pas pour l'instant, mais c'est prévu. On pourra potentiellement les choisir selon leur puissance, leur consommation, leur portée, leur temps de rechargement, leur émission d'ondes électromagnétiques et infrarouges, leur capacité à scanner plus ou moins bien à travers des boucliers, etc. C'est pas les idées qui manquent. Est-ce qu'on pourra tromper les scanners d'un vaisseau en renvoyant des informations falsifiées? Alors pas pour l'instant, mais c'est définitivement quelque chose qu'ils veulent implémenter. Ils imaginent qu'on pourra peut-être falsifier son identité, sa cargaison, ou rendre indétectables certaines portions internes de son vaisseau pour dissimuler des choses ou des gens. De la même façon, c'est possible qu'on puisse avoir des leurres faisant croire à la présence de certaines choses dans l'espace pour tendre des pièges. Encore une fois, la classe et le grade du leurre et du scanner détermineront si la supercherie sera remarquée ou non. Le système de scan est conçu pour être synchronisé avec le HUD du casque du joueur, avec la base de données du vaisseau et les casques des joueurs de l'équipage. Donc ce que vous repérerez via des scans sera automatiquement partagé avec les joueurs de votre vaisseau, et à terme, ça devrait être possible pour eux de permettre le partage de données entre les vaisseaux d'un même groupe, pour qu'on ait par exemple un Terrapin qui se charge de scanner toute la région pour tout le reste de l'équipe.
Les scans chercheront à détecter des silhouettes, des traces d'ondes électromagnétiques ou infrarouges. Vous pourrez choisir ce que vous chercherez à détecter, mais l'environnement pourra perturber ces scans. Si vous cherchez à détecter des silhouettes, vous serez gêné par les astéroïdes, les bâtiments et les tempêtes de sable. Même chose si vous cherchez à détecter des ondes électromagnétiques dans un orage ou des ondes infrarouges près d'une étoile. Est-ce qu'on pourra utiliser notre scanner pour trouver des missions? C'est pas quelque chose à laquelle ils ont pensé, mais oui, ça devrait être possible de trouver des objets comme des bouteilles à la mer qui déclenchent une mission. Enfin, est-ce qu'on pourra scanner des joueurs? Oui, car leur système est assez flexible pour être compatible avec beaucoup d'entités différentes et même les futures formes de vie aliens. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.2. Contrairement aux autres semaines, les armures et l'intelligence artificielle n'ont pas progressé, les mécaniques de gameplay ont presque tout avancé, mais à part les améliorations des applications de gestion de l'équipement, de la gestion de l'énergie pour les composants et de l'économie, ça traîne beaucoup trop pour que tout soit fini à la fin du mois. Les vaisseaux ont tous avancé, mais leur progression globale n'est tellement pas assez qu'il y a fort à parier que les seuls nouveaux vaisseaux de cette 3.2 seront les 3 variantes retravaillées de l'Avenger. Enfin, seulement 2 des 4 armes à feu prévues approchent de la fin, et le Bind Culling fait enfin reparler de lui avec une petite progression cette semaine, même s'il sera certainement reporté à la 3.3 puisqu'il a besoin de l'Object Container Streaming pour fonctionner. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.